Bonsoir tout le monde, bienvenue à nos petites rencontres concernant les procédures d'Alex et Denis. Et ça me fait plaisir de les recevoir encore une fois pour parler une autre fois d'une toute nouvelle procédure et on a très hâte de vous en parler. Bonsoir les gars, vous allez bien? Salut Carole. Oui, ça va bien ce soir. Bonsoir, Carole. Allô Denis. Bon, écoute, vous êtes très occupés, vous avez tous les deux vos jobs dans la vie, mais à temps partiel, on le sait que vous devenez très investis dans vos procédures. Ce soir, qu'est-ce que vous présentez? Donnez-nous donc le pouls de cette dernière procédure. En fait, ce soir, on vient vous présenter ce qu'on a déposé à la Cour d'appel pour faire un petit wrap-up. L'année passée, on a déposé une poursuite en dommages et intérêts à Québec contre deux policiers et deux juges pour avoir rentré, selon nous, illégalement dans un domicile, ou du moins, ils ont émis un mandat de manière illégale. Donc, au cours de la poursuite, la première chose que l'avocate a faite, c'est de faire retirer les juges de la poursuite à cause qu'ils ont l'immunité absolue. On sait, en fait, c'est dit au Québec que les juges ont l'immunité absolue, puis tant qu'ils sont en fonction, ben, on peut rien faire contre eux, ben, rien faire. On peut pas les poursuivre civilement, ils sont pas responsables civilement de même des erreurs qu'ils commettent. Ça n'a pas Donc, toujours été comme ça, hein, comme nous a remarqué monsieur le juge. Fut un temps où on les assassinait, on les pendait quand un oui, juge oui, pour commettait une une erreur. erreur. Mais autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Donc, vous avez jugé que la juge ayant fait des fautes, elle devait être responsable, mais ça n'a pas tout à fait comme ça que ça se passe dans le monde des juges. Non, en fait, c'est ça, là, le jugement est sorti. La juge a tranché sur le fait que oui, les juges ont l'immunité absolue, donc elle n'avait pas à analyser le reste et poursuivre. Euh, En lisant son jugement, on s'est rendu compte que nos arguments étaient totalement absents du jugement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit on allait aller en appel avec ça, puis voir ce que ça allait donner, car on pensait qu'on avait les critères pour aller de l'avant. Excellent. Donc, ce jugement-là d'une juge qui disait on va la sortir, ben, vous êtes allé, c'est la semaine passée que ça s'est produit, mercredi le 24 janvier, à la Cour d'appel de Québec. Donc, c'est là que vous demandiez d'en appeler de la décision de cette juge, parce que comme tu viens de le dire, il n'y avait aucun des arguments que vous apportiez qui avait été mentionné. Donc, c'est comme si on parlait d'une toute autre affaire. Alors, on va aller voir ça plus en détail justement ce soir. Oui. Donc, ce qui est bien aussi avec ça, c'est que quand on s'en va à la cour d'appel, on n'a pas le choix de déposer un mémoire. Dans notre cas, ça a été un exposé. L'exposé est plus court que le mémoire. On a quand même demandé un entre-deux parce qu'on avait plusieurs choses à dire. Puis l'exposé, je crois que c'est 10 pages maximum. Le mémoire, ça monte à 30. Donc, c'est pour ça, là, nous autres, on a demandé 20, couper la pomme en deux. Je pense qu'on en a utilisé 15, finalement. Donc, pour éviter d'être restreint, ben, on a demandé 20 pages, puis là, on avait quand même la liberté d'écrire ce qu'on voulait. Ça a été pas mal notre ligne directrice aussi en cours, puisque on avait uniquement une demi-heure pour répondre à toutes les questions en même temps et sortir nos arguments. On a réussi à faire ça dans le temps imparti. Ça a été assez short, là. On a fini, puis ça faisait 30 minutes, puis je pense que même les juges comptaient très bien le temps, là. Puis... Pour être sûr que tout le monde a bien compris, en fait, c'est qu'au départ, justement, on s'est pris une demande en irrecevabilité qui était combinée avec une demande en abus. Il a fallu la contester. On a remporté sur la partie abusive, donc notre cours principal en dommages et intérêts n'a pas été considéré comme étant abusif. Par contre, les juges ont été retirés, prétextant bien sûr que ceux-ci ont une immunité absolue. Par contre, nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Évidemment, on a été en appel. Sauf qu'avant d'aller en appel, il y a une permission d'appeler qu'il faut normalement faire. Dans notre cas, elle a été accordée d'office par
par la juge, mais j'aimerais quand même apporter un détail important. Comme Alex l'a mentionné, oui, effectivement, plutôt que de déposer un mémoire de 30 pages, on a fait un exposé. Moi, personnellement, je trouve que l'exposé, ça ne nous a pas nécessairement aidé. Ça ne regarde que moi, parce que je trouve qu'on aurait pu mettre énormément plus de matériel pour les attaquer si on aurait eu le droit à un 30 pages pour ajouter plus d'arguments. Et il y a un autre élément qui est vraiment important, c'est que lors de la permission d'appeler, la juge a fait vous ne déposerez pas vos notes sténographiques parce que vous n'en avez pas de besoin. Ça, c'est un détail qui est quand même important à mentionner parce que c'est un truc qui est tout à fait normal et même que la majorité des appels se passent de cette façon-là. Lorsque tu t'en vas en appel, tu fais transcrire tous les audios de l'audience que tu as eue en première instance. Dans le fond, pour être sûr pour être sûr que les juges en appel puissent constater, en fait, si le jugement correspond, en fait, avec les notes sténographiques. Parce que si, en fait, il se dit des trucs dans une salle d'audience, puis que finalement, ça ne ressort pas sur le jugement, un peu comme Alex en parlait au préalable, avec les notes sténographiques, tu es capable de prouver par A plus B que on a dit tel truc, mais ça a juste été ignoré. Bon, c'est pas pour rien, en fait, que les juges ont ignoré nos arguments pour contester la demande en irrecevabilité. En fait, nous, on dit que oui, dans certains contextes, on peut poursuivre les juges. On a nommé, en fait, les critères qui font en sorte qu'on peut poursuivre ces juges-là. Évidemment, ces critères-là ont été complètement ignorés et on n'a pas pu amener les notes sténographiques pendant notre appel pour démontrer qu'on a bel et bien plaidé les critères nécessaires pour faire en sorte que les juges les juges ne soient pas retirés du recours. En tout cas, c'est une petite parenthèse que je voulais apporter. Oui, mais je vais faire du pouce même là-dessus. Du fait qu'on n'ait pas déposé les notes sténographiques, il a justement fallu essayer de jongler pour trouver une façon de démontrer au juge que c'est ce qu'on avait plaidé en première instance, justement sans les notes qui disent que c'est ça qu'on a plaidé. Par chance, on rédige toujours nos textes et on a pu remettre le texte au juge en lui Qu'il a accepté comme preuve. Donc, ça, c'était bien de votre part. Il a accepté le document que vous lui avez remis. Oui, donc ça démontrait un peu ce qu'on avait dit en première instance, que effectivement, ce qu'on avait dit se retrouvait dans le document, puis se retrouvait pas dans le jugement. Donc ça nous a aidés, mais sans ça, je te dirais qu'on avait à peu près aucune chance. C'est ça. Mais non, de ne pas recevoir une de vos preuves qui est aussi importante que les notes sténo ou les audios, c'est un petit peu un coup bas, oui. On commence à être habitué à ce genre de coup bas, honnêtement. Mais c'est ça, nous, on rédige tout le temps nos argumentaires de qu'est-ce qu'on plaide. Ouais. Puis l'argumentaire a été déposé, mais l'argumentaire n'est jamais aussi complet que les notes sténographiques. En fait, il connaît les points principaux. Par contre, normalement, dans une audience, souvent, tu as aussi le droit à une réplique, mais la réplique, elle n'apparaît pas vraiment dans l'argumentaire parce que la réplique, tu ne peux pas la préparer en avance. C'est sur le tas, tu prends des notes pendant que la défense que tu poursuis plaide, puis à la fin, tu essaies de contredire la défense, mais ça ne ressort pas sur l'argumentaire. Donc, même si on dépose l'argumentaire, je trouve que c'est incomplet parce que souvent, c'est pendant les répliques qu'on est le plus cinglant parce que oui, surtout toi. On se bute à du monde, genre, qui raconte littéralement n'importe quoi. N'importe quoi. On les poursuit, ils racontent n'importe quoi. C'est quand même assez simple de les démolir par la suite. Puis, avec le temps, on réalise qu'ils utilisent souvent les mêmes jugements, les mêmes jurisprudences. Donc, quand tu les connais, mais dans le fond, tu sais un peu où t'enligner et quoi répondre. Puis, ils ne s'attendent pas tout le temps à ça. Mais toute cette partie-là, ça n'a jamais pu être déposé d'une quelconque façon. C'est ça qui est dommage. Ouais. Vraiment. Puis pour sortir des mots d'avocat, sérieusement, cette procédure-là était importante. Alex l'a mentionné tantôt, ou c'est toi, Denis, que il fallait mettre beaucoup de viande autour de l'os parce que c'était s'attaquer à des grosses affaires. Puis vous avez très bien procédé. Vous avez pris au maximum votre 30 minutes. Mais tu as raison, Denis, c'était méga important parce qu'on parlait d'une juge qui faisait de toute connaissance de cause, des mauvaises décisions, des choses qui étaient illégales. Donc,
c'est un peu fâchant de voir qu'eux autres, ils n'en ont rien à battre finalement. Donc, c'était un gros coup que vous avez fait et c'est sûr qu'au niveau de la démocratie, on ne peut pas rien faire que vous remercier de vous battre aussi fort parce que des points importants comme ça, c'est important de les saisir puis de les démontrer aussi. Fait que ça, c'était une grosse journée mercredi, oui. Il n'y a pas tant de points, en fait, à démontrer parce qu'en fait, il y a 2 critères au sens de l'arrêt Moirier-Boily. OK? En fait, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que l'immunité absolue, là, ça reste un truc qui est assez sacré du côté des juges. OK? Ouais. Seulement de leur côté. La plupart des gens dans la population, ça les fait en fait qu'ils soient jamais imputables de leur action. Mais c'est un truc qui existe depuis longtemps. Par contre, c'est déjà arrivé dans l'histoire, surtout du côté de la commune-là, que cette immunité-là, elle a sauté. OK? Et les 2 critères, en fait, qui sont mentionnés dans l'arrêt Boily, finalement, c'est si le juge agit en excès de compétence, en absence de compétence, ou ultra vires si vous préférez, ou si le juge ne respecte pas des principes de justice fondamentale. À titre d'exemple, l'arrêt Boily, qui est la référence la plus récente qu'on peut utiliser à une époque moderne, fait référence à des jugements qui remontent à l'époque de la colonisation, ou même des jugements qui ont eu lieu du côté de l'Angleterre ou de l'Irlande. Puis, en fait, en pointant ces jugements-là, on nous explique qu'à un moment donné, il y a un juge qui a omis de mentionner à une personne que cette personne-là avait le droit d'être représentée par un avocat. En Irlande, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire n'importe quoi. Et le juge, parce qu'il n'a pas mentionné ça, ben, son immunité, elle a sauté. Puis ce juge-là s'est fait poursuivre en dommages par la suite. Donc, c'est déjà arrivé, en fait, par le passé. Même ici au Canada, ça s'est déjà produit. Mais évidemment, on s'entend que ça ne s'est pas produit souvent parce qu'il n'y a aucun avocat qui a envie d'attaquer l'immunité d'un juge. Puis, ce qui ressort aussi de l'arrêt Boily, bon, c'est pas moi qui l'invente, c'est que si le juge est corrompu, c'est pas un motif pour le poursuivre, c'est marqué noir sur blanc. Si le juge commet des fautes, on parle vraiment d'une faute en tant que telle, c'est pas un motif pour être poursuivi. En fait, en gros, ce qu'il dit, c'est que le juge peut littéralement être corrompu, recevoir des pots de vin, faire ce qu'il veut, c'est pas grave. Par contre, s'il ne respecte pas les principes de justice fondamentale ou s'il agit de façon ultra vires, là, son immunité saute. Et on a des cas de juges qui ont déjà été condamnés. Le cas le plus récent, c'est l'arrêt Boily, mais ce n'est pas une décision sur le fond. C'est dans un contexte d'une demande en irrecevabilité. OK, l'arrêt Boily, en gros, c'est un juge, OK, qui dépose une procédure contre un commissaire. Bon, apparemment que c'est un commissaire spécial et que le commissaire spécial jouissait de la même immunité absolue qu'un juge. Là, évidemment, le copain juge, il poursuit le commissaire parce que le commissaire a publié des trucs qui ne faisaient pas le bonheur du juge. Fait que le juge, il s'en va voir son autre pote, le juge, puis il dit moi, je poursuis le commissaire. Là, tout le monde est comme ouais, OK, mais le commissaire, il a une immunité absolue. Mais bon, puisque c'est un juge qui demande à son pote le juge a fait ah oui, c'est vrai, ouais, il agit en excès de compétence, ouais, OK, ben, c'est vrai, dans ce cas-ci, ben, la poursuite peut aller de l'avant. C'est pas une poursuite qui est sur le fond. Ça n'a pas statué, mais c'est quand même une demande en irrecevabilité où le juge, finalement, qui faisait face à une irrecevabilité, a réussi à gagner cette irrecevabilité-là et aller de l'avant avec son recours. Par contre, après cette demande-là, on n'a jamais vu de jugement qui a été rendu pour ce recours-là. Donc, est-ce qu'il y a eu une entente à l'amiable? Je ne sais pas, entre le commissaire et le juge. Est-ce que par la suite, dans le fond, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose? Est-ce que la procédure est encore en cours en ce moment même? Je ne pourrais pas vous répondre. Mais une chose est sûre, c'est qu'un juge qui décide de poursuivre quelqu'un qui jouit de la même immunité que lui, bien, ça pose problème. Parce qu'après ça, ils ont beau être copains et faire du copinage, parce que c'est clairement la raison du pourquoi le juge, finalement, a été autorisé à poursuivre un commissaire qui avait la même immunité que lui. Mais ça se peut qu'après ça aussi, on a dit au juge, hey, regarde, va pas de la causer problème. Tu pourrais créer le précédent. Est-ce que je suis là? Ouais, oui. Il y a un petit peu de lag, je pense. Il y a un petit peu de lag.
Mais tout le monde a compris, Denis, effectivement, si le commun du mortel demande ça, c'est moins facile à obtenir que quand tu le demandes pour un petit ami. Hein? C'est un petit peu ça qu'on en comprend. Maintenant, Alex, si tu veux bien, on pourrait peut-être aller justement faire l'exercice qui est super intéressant, qui est la comparaison entre vos arguments et ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été respecté. On l'a noir sur blanc, donc on peut juste aller voir tout ça. Je vais tout de suite partager l'écran. Ben, je vous présente un peu notre procédure, puis celle de la poursuite. Donc, ça, c'est la procédure des défendeurs, en fait, des intimés, qui ont fait monter le document chez Themis Multifactum, une compagnie qui fait ça de leur fonction. Ça, c'est le document qu'on a rédigé. Évidemment, on a flouté des adresses. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de noir. Par contre, c'est surtout pour vous montrer un peu là, les faits, on en a parlé tantôt, là, pourquoi on est allé en poursuite. Mais par contre, les questions en litige, c'est ça qu'on a amené au juge. Donc, est-ce que la juge Germain, qui était la juge de première instance, est-ce qu'elle a commis des erreurs de fait dans son jugement? C'est ce qu'on amène. Qu'elle aurait commis une faute puisqu'elle n'a pas tenu compte des fautes commises par les deux juges lorsqu'elle a émis son jugement. Est-ce que la juge Germain a commis des erreurs de droit dans son jugement? Ben, elle a omis de considérer plusieurs allégués des demandeurs dans son jugement. En fait, pour la section, on a mis plusieurs allégués parce qu'elle a quand même considéré les allégués qu'on avait concernant les policiers. Par contre, concernant les juges, c'est ça qu'on amène, elle a juste omis d'en parler. Tout ce qu'elle a amené, c'était les faits, les exemples et les jurisprudences que la défense ont amenés. C'est pour ça que eux autres, dans leur question en litige, ben, ils disent que la juge a bien jugé. C'est sûr, ça s'en va de leur bord, donc elle a bien jugé. C'est un peu ça, là. C'est un peu ça qu'elle dit. Là. La juge n'a pas fait d'erreur, la juge était correcte. On amène un fait nouveau également, puisqu'on a réussi à avoir par la suite de cette audience le télémandat qui a été transmis à la juge. Puis dans ce télémandat-là, il y avait des informations importantes. En fait, concernant la prise de... pour obtenir les informations nécessaires pour savoir si elle pouvait délivrer un télémandat, il a fallu que les policiers agissent de manière illégale. C'est ça. Puis ça se retrouve dans le mandat. Donc, ça, c'est un mandat pour que tout le monde suive. Quand vous avez déposé ces procédures, vous n'avez pas eu le télémandat, vous l'avez eu après le jugement. Donc, c'est pour ça que c'est si important aussi d'aller en appel parce que ce mandat-là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier télémandat qui a été émis au Québec lors de la crise COVID. Ben, il y a eu plusieurs irrégularités puisque c'était le premier. Il y a aussi des faits qui n'ont pas été respectés, des manières de procéder et surtout le comportement des policiers. Quand la juge voit comment les comportements, les policiers ils ont agi dans ça, ben, elle savait qui n'ont pas agi de façon qui répondent aux exigences, justement, de comment on émet un mandat, dans quelles conditions, puis de comment on le fait aussi pour que ce soit de façon légale. Donc, vous avez tout ça dans le télémandat et vous apportiez ça dans le premier jugement et vous amenez ça en appel avec ce fameux télémandat que vous avez eu longtemps après. Là, je le souligne là, puisqu'on en parle. Là. Ici, c'est bien marqué par les fenêtres. Il voit la présence de 4 personnes dans la cuisine et au moins 8 paires de souliers et ou bottes dans l'entrée. Donc ça, ils sont allés chercher ces informations-là en regardant par les fenêtres. Ça, c'est dans nos preuves. Ils sont allés sur le terrain, sont allés dans la cour, monter sur le patio, puis regarder par la porte patio. Ils ont dépassé leurs droits, Alex. Hein? Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle
Je ne sais pas si je peux y aller jusque-là, puisqu'on n'est pas des avocats, puis on peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mettons. Mais selon nous, c'est de la perquisition périphérique telle que énoncée dans. Peut-être tu pourrais m'aider, Denis, là, mais dans une jurisprudence. Oui, perquisition périphérique au sens de l'arrêt Hunter-Southam. Merci. Merci, Denis. Donc, c'est pour ça que nous, on dit que, puisque c'était la seule information qui permettait au juge d'émettre le mandat, le télémandat d'entrée, puis que l'information avait été prise de manière illégale, puis elle le savait puisque ça se retrouve dans le document que le policier a envoyé à la juge, puis que la juge a forcément lu. Donc, elle savait et elle savait que les informations étaient prises de manière illégale. Elle a quand même émis le mandat. C'est pour ça en fait là qu'on s'en va, qu'on avait une chose nouvelle, en fait, une question nouvelle à soumettre à la Cour. Évidemment, Très eux autres intéressant. disent que c'est pas nouveau, ils l'ont depuis le début. Oui, eux autres, ils l'ont depuis le début. Nous, on a pris 2 mois à faire des téléphones, à savoir qui avait ce mandat-là, puis il n'y a personne qui avait ce mandat-là. Finalement, après avoir été en cours, ben là, tout bonnement, ils l'ont trouvé, puis ils nous l'ont envoyé. Oups! Oups! C'est souvent comme ça. J'ai quand même manqué un bout à cause que ma connexion elle a planté. Oui. Est-ce qu'on a précisé que la juge, c'est une juge de Longueuil? Non, en fait, j'ai pas été sur la juge tout de suite, là. J'attendais d'être dans cette partie. Par contre, puisqu'on parlait du mandat, puis on en parlait pas, ben, on en parlait un peu, mais je voulais montrer à tout le monde pourquoi le mandat, on disait là, que c'était une chose nouvelle. J'ai peut-être dépassé un peu là, Ben, vas-y, Denis, amène ton mais... petit commentaire croustillant. Cette Ah, juge. OK. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on parle de délivrer un mandat dans le coin de Québec, alors que, tu sais, c'est normalement, dans les palais de justice, des juges de garde, puis les 2 plus gros districts au Québec, c'est celui de Montréal et de Québec. Puis là, dans le fond, c'est une juge de Longueuil qui délivre un mandat pour Québec. C'est assez étrange. Mais il y a aussi un autre élément qui est intéressant, c'est que ça a pris quand même 5 heures avant que les policiers entrent officiellement dans le domicile. Je ne parle pas du moment où ceux-ci ont tourné autour du domicile en faisant toutes leurs conneries, là, ce qui était d'office, selon nous, une entrée par infraction, qui est une violation de domicile. Mais c'est ça. Ce que les policiers ont fait, c'est qu'ils ont contacté un procureur. On appelle ça des procureurs conseils, là. Ils ont ça dans les départements de police, là. C'est du monde qui sont liés aussi avec le DPCP. Puis ce serait ce procureur-là, en fait, qui aurait dit aux policiers, ben, contacte directement la juge de Longueuil. Comment tu peux te retrouver dans le district de Québec, qui est un des plus gros districts, genre c'est le 2e plus gros après Montréal, puis qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun juge qui était en place dans le district de Québec. C'est impossible. La réalité, peut-être, on suppose que peut-être que si tu commets un torchon comme ça, un juge en disant j'ai commis un crime pour obtenir des preuves, peut-être que le juge normalement ferait juste comme moi, non, mais je peux pas te délivrer un mandat. Là. Écoute, passe mon tour. T'es entré illégalement, genre, dans un domicile, puis là, tu me demandes de te délivrer le mandat après avoir entré illégalement. Non, ça marche pas, là. Fait que là, finalement, son procureur conseil du policier a dit non, contacte celle de Longueuil. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, celle de Longueuil, elle va te le donner, le mandat, il n'y a pas de problème. Ouais. Elle nous doit un service. Elle était sûrement pas en fonction également la journée de Noël, justement dû au temps que ça l'a pris pour avoir une réponse de sa part, le temps qu'elle rentre en fonction ou qu'elle se fasse contacter, qu'elle se dise OK, je vais rentrer en fonction, je vais aller au bureau, je vais lire ça, je vais te rédiger un télémandat, puis je vais te le faxer, tu sais. On n'en sait rien, mais il y a eu tellement de choses dans cet acte-là qui est questionnable de toutes les bords, tous les côtés. Tu sais, on en parle souvent que la loi 123 et ses mesures apportent
Elle n'avait jamais été appliquée. Donc, quand ils ont mis comme ça des mesures puis des trucs à appliquer, ça a souvent été appliqué de façon tout croche, ça a souvent été appliqué sans explication et surtout sans justification. Ça, c'en est un excellent exemple parce que des télémandats, c'est quand même rare qu'on produise ça au Québec. Puis aussi, ben, il y a des façons de faire, puis là, ça a l'air que ça n'a pas été respecté. On va peut-être un jour savoir pourquoi. Par ailleurs, il y a un avocat qui s'est prononcé, parce que ça fait un peu comme les manchettes, là, cet événement-là, puis il y a un avocat qui s'est prononcé sur le télémandat, comment il s'appelle, Denis quelque chose? Galant, Maître Galant. Denis, oui, bon. Lui s'est prononcé en fait sur les événements, puis cet avocat-là aussi est d'avis que le mandat a été délivré illégalement. Oui. Puis de façon inconstitutionnelle aussi. Oui, son opinion est très intéressante. On laissera peut-être les articles qui parlent de ce maître, de cet avocat qui en discute justement de ce télémandat en général. Oui. Donc, je vais vous ramener un petit peu là, à le pourquoi de tout ça. C'est sûr que nous, on a mis emballage Workman, qui est une jurisprudence pour les jugements qui ne sont pas assez motivés. Donc, c'était notre raison d'aller en appel. Donc, effectivement, on l'a nommé. Par contre, on a utilisé également le document de la partie intimée, puisque eux, ils ont trouvé Newfoundland and Laburners Union contre Terre-Neuve et Labrador, qui parle en fait justement de la motivation du jugement. Donc, un juge peut rédiger son jugement comme il le veut, mais il faut qu'il soit assez motivé pour que quand on le lise, on sache de quoi ça parle. Que ce soit que l'analyse soit raisonnablement faite. Donc, on l'a ramené pour pouvoir justifier la même chose, en fait. C'est que nous autres, on dit que c'est pas raisonnable parce que tu lis ça, puis oui, OK, les juges ont l'immunité, mais elle n'explique pas en fait le cœur du problème. Parce que le cœur de ce qu'on a débattu, comme Denis le disait, c'était le caractère ultra-véresse que les juges ont outrepassé. Puis ça n'a jamais été dit dans le jugement. Puis d'après moi, ça a été probablement fait par exprès pour éviter que d'autres gens tombent là-dessus puis se posent des questions sur justement ce caractère qui permet en fait une limite à l'immunité des juges. Intéressant. C'est la boîte de Pandore qu'ils ne veulent pas ouvrir. Oui, c'est exactement ce que je me disais. S'il avait fallu qu'ils ouvrent cette boîte-là, vous imaginez comment la justice semblerait juste tout d'un coup. Ouais, c'est qu'ils ont fait une erreur ils ont fait une erreur avec Boily. Il pensait aider son pote, puis après ça, il s'est dit ouais, non, finalement, il ne faut pas qu'on laisse ça passer parce que sinon, on va tout se faire niquer par la suite. On ne peut pas laisser un tel jugement aller de l'avant. Puis comme de fait, après l'irrecevabilité de Boily, il ne se passe plus rien. On n'a plus de nouvelles. Exactement. Mais c'est ça, on est allé chercher une doctrine qui était sur la responsabilité des juges. Puis le juge Patrick Glenn, justement, en fait mention dans le document. On parle de cette limitation. Le principe de l'égalité refuse en principe qu'un particulier doive subir des dommages causés par la faute d'un officier de l'État simplement pour protéger l'indépendance de cet officier. Tout pouvoir ayant des limites devant être respecté, le pouvoir judiciaire n'a point de ces limites la commission de délit. Juger en mauvaise foi n'est point jugé. La responsabilité du juge, comme celle de tout citoyen, doit être engagée à ce point. Donc, c'est un peu ça qu'on disait, parce qu'on trouvait que ce juge avait la parole juste. Vraiment, vraiment, il faut le souligner. Merci de nous avoir lu ce passage. Un juge qui apporte quelque chose, c'est très beau. Oui. Donc, effectivement, l'article 1 de la loi sur les privilèges des magistrats dit que nulle action ne peut être intentée contre un juge de la Cour du Québec, ni ceux de la Cour suprême ou de la Cour supérieure. Mais au Québec, dans notre loi, ça précise remplissant des devoirs publics.
Donc, si le juge ne remplit pas des devoirs publics, là, son immunité pourrait sauter. Encore là, je ne suis pas avocat, consultez un avocat, il va plus pouvoir vous en dire, mais nous, c'est notre prétention avec nos lectures. Donc, même s'ils jouissent de la même immunité, donc ils jouissent aussi des mêmes limitations. C'est ce qu'on en pense. C'est ce Ouais, qu'on a amené. c'est très bien. Donc, c'est ça. Donc là, on a parlé un peu de la juge Hainaut et qui a émis le télémandat sous des arguments douteux qui n'étaient pas dans le bon district, qui avait... bon, elle peut sûrement remplacer là-bas, mais il y avait probablement un juge de garde à Québec qui aurait pu prendre l'appel. Puis on a aussi le juge Lalancette qui est par rapport à la même affaire. En fait, un des policiers s'est dit on va essayer de les faire chier encore plus. On va leur donner un ticket de blasphème. Parce qu'on a été très gentils à l'égard des policiers, mais plus dans la vidéo qui circule sur Internet, probablement que beaucoup de monde l'ont vu. Par contre, là, eux autres aussi l'ont vu. Donc, ils se sont dit, on va donner un ticket de blasphème. Puis là, rendu en cours, en fait, il a été avisé. On a demandé l'audition à distance. Il a refusé. Il a été avisé que les personnes dans le dossier avaient des conditions médicales, donc voulaient se prémunir de la condition. C'est pourquoi on avait demandé de le faire à distance. Rendu là-bas, eh bien, il nous attendait. Puis, il a refusé qu'on rentre à cause qu'on était non masqué, puis qu'on a mentionné la condition médicale, donc l'exemption au décret. Et puis, ben, rendu là, la personne à l'entrée est allée voir le juge qui a refusé. Puis, une fois que le juge a refusé, il a demandé à la personne à l'entrée et aux policiers qu'on poursuit dans notre affaire de nous sortir. Donc, Rien de moins. Donc, le policier, évidemment, il était bien content de nous sortir et qu'on ne soit pas là. C'est lui aussi qui a émis le ticket de blasphème. OK. Donc, non seulement on perdait notre ticket de blasphème, donc il était en conflit d'intérêt là-dedans, il était en conflit d'intérêt dans la poursuite, puis il y a tout intérêt à ce qu'on ne soit pas là. Finalement, le juge a émis une décision, puisqu'on n'était pas là, condamné par défaut. Puis, il y a eu une modification de jugement. Là, finalement, on ne doit plus rien à la cour. Ah, c'est quand même étrange. Selon moi, je fais des suppositions, mais il se peut très bien que le juge se soit fait justice lui-même. Puis, se soit dit, ben, c'est moi qui les ai sortis. S'ils s'en vont en appel, il va falloir qu'ils parlent de cette histoire-là, des conflits d'intérêts, du fait qu'ils me l'ont mentionné. Par contre, si ils sont acquittés, ben, ils ne pourront pas aller en appel parce qu'ils sont acquittés. On s'en va demander quoi, en fait, si on s'en va en appel? On ne peut pas dire ben, on s'en va en appel parce qu'on n'a aucun dommage. Tu sais. Donc, Ben, en fait, je ne dirais pas qu'il n'y a eu aucun dommage. Là. Il y a quand même la perte de temps de te déplacer là-bas. Après ça, il y a eu plusieurs procédures connexes qui ont été faites. Il faut dire qu'initialement, dans ce dossier-là, on a même tenté une demande préliminaire en rejet parce qu'on a regardé, en fait, le blasphème en tant que tel, puis on s'est rendu compte que le blasphème avait été déclaré comme étant anticonstitutionnel quelques années auparavant. Fait que nous, on a tenté cette carte-là au départ avec une demande préliminaire en disant, dans le fond... Ben, puisque ça a déjà été déclaré comme étant anticonstitutionnel, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait là? En fait, c'était une erreur du policier parce que tu as plusieurs municipalités qui ont des règlements qui mentionnent que tu ne peux pas insulter un policier. Bon, après ça, comment c'est formulé, ça varie d'une ville à l'autre, OK? Mais généralement, c'est insulte, c'est pas blasphème. Le blasphème en tant que tel a déjà été déclaré comme étant illégal par le passé. C'est pas moi qui l'invente, je fais pas je fais pas un cours de droit. Ça a déjà été statué par la cour, il y a de la jurisprudence là-dessus. Donc, le policier a probablement voulu dire, ils nous ont insultés. Bon, après ça, il y a toute une autre preuve à administrer quand tu dis qu'il y a eu une insulte, parce que
qu'est-ce qui s'est dit, en fait. Bon, à mon avis, c'était ni un blasphème, ni une insulte, mais le policier voulait surtout faire chier, finalement. Donc, on a tenté une demande préliminaire. Il a fallu qu'on paye les frais pour cette demande préliminaire qui n'a jamais été entendue. Parce que de toute façon, on a été bloqués. Souvent, les demandes préliminaires sont passées avant le procès. C'est une tactique des PCP. Ils passent les demandes préliminaires. Souvent, ils refusent avec la complicité des juges. Puis après ça, ils peuvent te faire condamner la journée même. Classique. C'est comme les arrêts de Jordan qui sont souvent essayés. Souvent, les gens les plaident avant de passer au procès. Bon, en tout cas, la demande préliminaire, j'ai eu des frais que j'ai payés de mon côté. Finalement, elle n'a jamais été entendue. Je ne vois pas de quelle façon, en fait, le juge aurait pu nous condamner autre que par défaut. En tout cas, c'est intéressant. Donc, non, il y a eu un préjudice, en fait. Parce que là, tu perds ton temps, tu te déplaces à la cour, tu manques une journée au boulot, tu sais, pour te déplacer. T'es de bonne foi, tu téléphones là. T'es de bonne foi. À 4 heures de chez moi, bon, j'aurais pu le faire à distance. Il a fallu que je me déplace à 4 heures pour qu'une bande de clowns. Comment? Ben oui, c'est ça. Puis comme Alex disait tantôt, vous étiez de bonne foi, vous avez téléphoné la veille pour demander d'être justement à distance. Donc, tout ça vous a été refusé. Oh non, mais pas juste ça, c'est ça. Ça a été d'avance. Il y a eu un courriel, le formulaire a été rempli, le juge lui-même a signé qu'il refusait. Wow. Un email a été envoyé pour expliquer aussi. Donc, tu sais, il y a une suite d'événements à ça. Donc, le juge a quand même pris cette décision-là de nous expulser sans prendre d'autres moyens. Puis, c'est pas un moyen que n'importe quel juge aurait pris parce qu'il y a d'autres juges qui respectent l'exemption médicale, justement. Donc, puis ça, on l'a amené au juge, on a les preuves audio de ça. Donc, il était de mauvaise foi. Ici, on peut démontrer la mauvaise foi du juge avec les démarches qu'on a faites. Là, ça fait que ça a été un jugement par défaut. Vous en avez une rétraction de jugement. Est-ce que c'est ce cas-là, Denis? Non. Est-ce que non, c'est un autre qui fait que là, cet empêchement que vous avez eu de la part d'un juge de pouvoir jouir d'une pleine et entière défense en faisant valoir votre droit à l'exemption médicale au non-port de masque, vous a été refusé par un juge. Puis c'est difficile maintenant de dire que le juge est en tort. C'est vraiment... ouais. Ben, c'est ça. Ici, dans ce cas-là, comme disait Denis tantôt, c'est le principe naturel qui a été entaché par le juge de la Lancette. Donc, l'audi alteram partem. Quelques principes naturels, là, on l'a listé ici. Il faut mentionner le droit, dans certains cas, où seuls les aspects purement techniques sont énoncés, de présenter ses observations par écrit, l'obligation, dans d'autres cas, de se faire entendre en personne, le droit de présenter toute preuve pertinente, de refuser une preuve par ouï-dire, d'appeler des témoins, de contre-interroger les témoins, de répondre aux arguments de la partie adverse, le droit de demander un ajournement raisonnable pour permettre de répondre adéquatement à des faits nouveaux présentés lors de l'audience, de demander à la lumière de faits nouveaux la réouverture de l'enquête à la demande expresse de l'une des parties. Ça, c'est des exemples de principes naturels qu'un juge doit respecter. C'est juste une partie, là. Il y en a d'autres, mais ça, c'est sûr qu'on pense que le juge n'a pas respecté en empêchant l'entrée. Ça en fait quand même beaucoup, là. Ça en fait quand même beaucoup. Donc, on les a présentés au juge en cours d'appel. Donc, pour vrai, là, c'est un peu ça. C'est sûr qu'on a mis un peu plus là, de questionnement. Les conclusions qu'on demande, bon, évidemment, c'est d'infirmer la décision rendue en première instance, de réintégrer les deux juges au dossier, puis c'est ça, bon, que l'autre partie paye les frais de justice, ou d'infirmer la décision rendue en première instance qui condamne les appelants aux frais de justice liés à l'exclusion des juges.
est-ce que, bon, ici, il y a nos sources, la doctrine utilisée, puis ensuite, on s'en va sur les pièces. Donc, le document, c'est pas mal ça. Je vous dirais que c'est pas mal aussi ce qu'on a présenté au juge, grosso modo, en une demi-heure. Pour vrai, ça a bien été. On a eu plusieurs questions de la part des juges. Ce qui était drôle, c'est que la juge, quand on a eu la gestion, disait que ça allait être devant un juge unique. Il y en avait 3. Finalement, on s'est retrouvé devant 3 juges. Donc, 3 juges à nous poser des questions, à essayer de déformer nos propos pour nous piéger, pour voir comment on allait répondre. Donc, c'était de ramener la réponse, en fait, de ne pas répondre à leurs questions, mais de répondre ce qu'il fallait. Puis, ouais, c'est ça. Puis de ne pas essayer de s'égarer puis de perdre notre temps parce qu'on avait juste une demi-heure. Donc, si on s'égarait dans la réponse, ben, ça faisait qu'on avait moins de temps aussi pour plaider. Oui, à un moment donné, ils ont essayé de ramener ça vers la poursuite en dommages en nous demandant d'expliquer les fautes, préjudices. Puis moi, à un moment donné, je leur ai juste dit au juge, non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on est là pour pointer des erreurs de fait et de droit. Genre, arrête de me poser des questions sur les fautes. C'est pas ça qu'on est venu plaider aujourd'hui. C'est pas ça les règles applicables. C'était une très belle journée quand même. Somme toute, on a pu aussi élaborer sur toutes sortes de choses. On a rencontré des nouvelles personnes. Puis vous avez bien débattu. Il va rester à venir ici. On va évidemment faire un retour là-dessus. Donc, très prochainement, on va pouvoir faire un retour avec le jugement de cette cause en question. Ça risque d'être intéressant. Oui, c'est ça. Les juges ont dit qu'ils allaient prendre leur décision d'ici vendredi. À la limite, on pourrait l'avoir lundi. Si jamais ils n'ont pas pris leur décision, ils allaient prendre ça en délibéré. C'est-à-dire qu'ils ont jusqu'à 6 mois pour prendre une décision puis nous l'envoyer. Mais j'ai confiance qu'on va l'avoir prochainement. Puis dès qu'on l'a, on va pouvoir vous faire un retour, puis on va éplucher le jugement avec vous. Ça va être parfait, c'est super. Donc, on se dit déjà à bientôt, les gars. On va se revoir pour le jugement. Puis, s'il y a des choses qui ont été oubliées dans ce qu'on vient de présenter, on en profitera avec le jugement pour vraiment venir englober l'ensemble de cette cause qui est malgré tout très complexe. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'elle était extrêmement complexe par rapport aux autres. Et c'est comme disait Denis, il ne faut pas se mélanger, il ne fallait pas bifurquer. Et c'était beaucoup de concentration. Belle préparation de votre part, encore une fois. Donc, on attend le jugement, puis on s'en reparle. Yes. Merci beaucoup, Merci, Carole. les gars. Merci, Denis. On se dit à bientôt. Bonne fin de soirée. Bonne soirée à tout le monde. Hey, salut. Là. Au revoir. Bye bye.